Alberto Alemanno, bonjour. Vous êtes Bonjour. professeur à HEC, vous occupez la chaire Jean Monnet. Ce sont des chaires particulières qui précisément s'intéressent au droit européen en général, aux questions européennes en général. Vous êtes également le fondateur du Good Lobby, qui est une organisation non gouvernementale qui s'intéresse au lobby, à ce qu'ils font en général et qui essaye de les démystifier. J'aimerais aujourd'hui vous poser deux questions qui sont toutes les deux relatives à la question de la coordination au niveau européen. On est en train de subir une crise de plein fouet. Tous les États, évidemment, de façon différente, mais enfin toute l'Europe est touchée par une crise épidémique grave, qui a des conséquences également au niveau, bien sûr, social et économique. Et l'opinion publique s'est rendue compte qu'il y avait très manifestement un problème de coordination. Alors tout d'abord, un problème de coordination dans le domaine sanitaire, et puis nous verrons ensuite la question de la coordination économique. Alors, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu, alors que très manifestement il fallait réagir dans un contexte de crise très grave, qu'il n'y ait pas eu de coordination sanitaire? Et qu'est-ce qu'on aura appris dans cette crise pour l'avenir? Oui, je pense que pour ce qui est de la crise sanitaire, il a été dit et redit que les rôles que l'Union européenne pouvait jouer dans cette crise ne pouvaient qu'être limités en raison des compétences limitées en matière de santé publique. Or, la vérité est un peu plus nuancée. Parce qu'à partir de 2009, lorsqu'on a révisité les traités, les mini-traités dont on se souvient, les compétences en matière de santé de l'Union européenne existent, mais elles se limitent justement à la coordination et non pas à l'harmonisation. C'est-à-dire l'Union européenne ne peut pas clôturer, décider de fermer les écoles ou d'adopter des mesures harmonisées communes pour lutter contre le Covid. Mais en effet, depuis 2009, justement pour mettre en œuvre ces réformes du traité, il y a un mécanisme d'urgence qui assure la coordination des ministères de la Santé et des différents États lorsqu'ils agissent et ils prennent des mesures vis-à-vis de défis qui ont une dimension transfrontalière. C'est justement le cas du Covid. Or, c'est la première fois, grâce ou à cause du Covid, que les ministères de la Santé ont dû, suite à l'appel de la Commission européenne, se réunir. Tout à fait, ce mécanisme s'est révélé inadéquat et notamment la volonté politique de la part de certains États membres de coopérer avec la Commission européenne, qui d'ailleurs prenait le leadership dans l'utilisation des mécanismes, ont effectivement montré toutes ces limites. Il y a eu une combinaison des facteurs, si on peut résumer. Il y a eu un retard de la part de la Commission européenne en tant qu'organe politique de l'Union disons, essayer de européaniser une crise qui voyait que l'Italie à ces moments-là touchée par ces pandémies. Et ensuite, il y a eu un manque de volonté politique de la part de certains États de se rendre compte qu'il s'agissait effectivement d'un défi européen qui allait bien au-delà des frontières italiennes à cause du fait que par nature, les virus ne connaissent pas des frontières. Et donc, il est de la nature même de ce type de crise de demander une coordination. Et donc, il y a pas mal d'observateurs, y inclus moi-même, qui ont poussé l'Union européenne à se coordonner au-delà de ce que les compétences disent ou permettent dans les traités, afin d'assurer, même d'une façon intergouvernementale, une action qui aurait pu créer de la coordination dans les choix et dans la communication des informations lorsqu'il s'agit du nombre des tests qui sont effectués, des méthodologies utilisées pour compter les infections et finalement les décès. Aujourd'hui, et je vais terminer sur ces points, il est impossible de comparer de manière intelligible les différentes données et les différentes courbes qui sortent d'un pays à l'autre, parce qu'en fait, elles ne reflètent pas les mêmes phénomènes. Donc, on est en train de comparer des poires et des pommes presque tous les jours, sans le savoir. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, on fera autrement? Est-ce qu'on a appris quelque chose?
Sans doute, Tremor. Je pense que ce qu'on a appris de la vache folle, c'est qu'à chaque crise correspond en Europe une accélération de l'intégration. Si ce type de crise avait touché des animaux, les compétences en matière des zoonoses aujourd'hui sont beaucoup plus poussées. Donc l'Europe aurait pu adopter des mesures pan-européennes d'une certaine envergure, c'est-à-dire contraignantes, qui auraient bloqué les décisions politiques de chaque État et qui auraient empêché effectivement ces types de confusions qui d'ailleurs a coûté des vies partout dans les continents. Bien, alors passons au volet économique à présent. Même chose, il y a eu une réaction qui s'est mise en place, qui a peut-être tardé aussi à exister, mais malgré tout, elle est arrivée. Et puis on a vu ensuite une grande partie de l'opinion se livrer à cette idée selon laquelle la solidarité donc n'arrivait pas à s'exprimer et s'opposait deux camps, le Nord, le Sud, certains États demandant à ce qu'on aille plus avant d'une certaine façon dans l'intégration, alors que d'autres manifestement ne le veulent pas. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Essayez de nous expliquer un petit peu ce qui a été fait et puis nous donner des perspectives sur peut-être ce qui pourrait être fait pour sortir véritablement de la crise. Oui, je pense qu'il est tout d'abord très important de comparer la coordination existant dans l'Union européenne en matière sanitaire et en matière économique. Les points de départ sont très différents. La réponse de l'Union au Covid sur le terrain économique est plus complexe justement car l'Union est déjà allée beaucoup plus loin de ce qu'elle a fait en matière sanitaire. Donc, il y a un niveau d'intégration qui a créé une certaine interdépendance économique et financière bien plus poussée par rapport au système sanitaire où effectivement chaque pays fait pour soi. On ne peut pas bien évidemment dire le même lorsque tous, au moins 19 États membres et leurs citoyens partagent la même monnaie. Donc évidemment, les points de départ sont très très différents. Le péché originel de l'Union européenne, notamment de la zone euro, est assez connu, à savoir nous avons poussé et anticipé une intégration monétaire sans faire suite et sans l'accompagner d'une intégration fiscale. Donc, il y a un décalage important dans la structure qui a permis cette mise en place d'une monnaie unique et non pas des économies coordonnées. Et cela, évidemment, devient encore plus visible et observable par la plupart du public dans une situation de crise comme celle actuelle. Donc, le défi est assez clair. Tous les États du monde, y compris les États européens, auront besoin de trouver les moyens pour couvrir une dette future qui sera très, très importante. C'est une dette qui doit être récoltée au-delà du soutien de la Banque centrale européenne. Donc, volet monétaire, il y a déjà de la mutualisation pour les passés et pour l'avenir, parce que la Banque centrale est en train d'acheter des titres de tous les pays qui sont touchés de manière assez généreuse, même au-delà des limites que M. Draghi s'était auto-imposées avec l'aide de la Cour constitutionnelle allemande. Donc, ces volets-là est couvert, mais l'autre volet qui touche à l'autonomie fiscale de chaque État, et c'est là qu'est le débat de la création de eurobonds ou d'autres instruments novateurs qui permettraient une mutualisation de la capacité fiscale pour chercher de la dette future, se pose aujourd'hui. Il est vrai que les médias ont présenté cela comme une différence géographique entre le Nord et le Sud. Moi, j'estime que cette fois, c'est un peu plus nuancé. Nous avons 9 États qui ont pris l'initiative de demander finalement à tous les conseils européens et notamment de la zone euro, c'est l'Eurogroupe qui doit décider, de penser à des nouvelles manières de s'approcher à ce type de sujet. Parmi les 9, il y a des pays comme le Luxembourg qui sont très différents d'un point de vue économique. Ils n'ont pas la même dette, ils n'ont pas les mêmes conditions macroéconomiques, disons, difficiles de l'Italie ou encore d'autres pays comme la Grèce. Et donc, c'est clair que les différences aujourd'hui sont un peu plus nuancées par rapport à l'avenir. L'autre élément important, c'est que l'autonomie fiscale et la capacité fiscale de chaque État est très différente. Donc, la capacité de chaque État de trouver des réponses à ces grands défis communs
est très différent parce que reflète la capacité finalement et la puissance économique que chaque pays a. Donc pour égaliser d'une certaine manière cette recherche de l'argent, des finances à l'avenir, on se demande si on peut trouver ces instruments novateurs. Bon, nous savons qu'il y a une proposition assez importante de l'Eurogroupe qui a développé une série d'instruments qui s'appuient sur des mécanismes préexistants comme les mécanismes européens de stabilité qui a été créé suite à la crise de la dette et qui ne se prête pas en tant que tel à ce type de crise, à savoir une crise qui n'est pas asymétrique, qui n'a pas causé ou touché un État plus que les autres, mais c'est une crise symétrique qui touche tout le monde, où il n'y a pas de coupables et qui va, dans les longs termes, toucher tout le monde. Donc, un manque de réponses de l'Italie ou de l'Espagne ou de la Grèce, des pays plus exposés aujourd'hui, pourrait toucher d'autres pays qui sont beaucoup plus sûrs ou solides, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas. Alors, aujourd'hui, il y a cette prise de conscience qu'il faut développer ces instruments, mais il n'y a pas une volonté. Il y a juste une ouverture importante dans cet accord de l'Eurogroupe qui va être discuté, et qui continuera à nous occuper pendant les prochaines semaines, qui touche à la possibilité de créer un fonds spécifique qui utiliserait les mêmes mécanismes pour simplifier de la Banque centrale européenne, à savoir une mutualisation en s'appuyant sur des garanties communes de tous les États, pour chercher ces fonds. Et ces fonds de sauvetage, effectivement, ouvrent une petite porte à ce type de mécanisme. Mais l'Eurogroupe a, je dirais, rendu la balle au chef d'État et des gouvernements qui avait été incapable de conclure aux modalités concrètes des mises en œuvre. Et donc le débat aujourd'hui est très faussé parce que l'attention publique se focalise sur la création d'un instrument qui semblerait être nouveau, les eurobonds ou les corona bonds, qui en réalité est un mécanisme déjà très connu et très présent aujourd'hui sous les volets de la politique monétaire, mais qui ne l'est pas encore sous les côtés autonomie fiscale, capacité fiscale des États. C'est pas est très important aujourd'hui parce que tout d'abord donnerait un signe au marché, mais également aux citoyens européens d'une volonté justement de solidarité et donc des mises en commun afin d'égaliser les conditions de départ des différents États. On n'est pas là, mais le débat public européen est en train de, je dirais, s'épanouir et de permettre à des nouvelles idées de finalement influencer les leaders européens. Aujourd'hui, la cible privilégiée, Madame Merkel, c'est finalement son histoire et le souvenir qu'elle va laisser à l'Europe et aux citoyens européens. Elle ne va plus se présenter à des élections. Elle a vraiment très peu à perdre. Et donc, on s'attend qu'elle puisse faire une fuite en avant et partager cette idée que le Spiegel, l'élite de Habermas, des intellectuels allemands, françaises, italiennes, espagnoles et d'autres pays sont en train de pousser. Donc, il y a un espoir qui est devant un défi historique de cette mesure, de cette envergure. Les chefs d'État et des gouvernements, notamment des pays plus réticents, puissent comprendre que finalement, des défis qui ont une nature transnationale demandent des réponses pan-européennes. Très bien, merci. On va donc espérer que les États seront suffisamment innovants. Croiser les doigts, je ne sais pas s'il sera suffisant. Ce sera peut-être l'occasion d'en reparler de toute façon dans un avenir proche. Merci Alberto Alemanno. Merci.